History Secrets. Il existe une erreur silencieuse qui peut compromettre l'avenir d'une nation entière. Ce n'est pas une erreur visible, ni immédiate, mais ses effets apparaissent des années plus tard, quand il est déjà trop tard pour corriger. La Chine, aujourd'hui, fait face à un paradoxe curieux. Elle forme des millions de professionnels hautement techniques chaque année. Comptables, ingénieurs, programmeurs, il y en a en abondance. Mais il manque quelque chose de bien plus difficile à construire. Il manque des penseurs créatifs, il manque des leaders, il manque des personnes capables d'innover. Et cela soulève une question inévitable. Comment un système éducatif aussi efficace peut-il en même temps générer une limitation aussi profonde? La réponse ne se trouve peut-être pas à l'université. En réalité, elle se trouve bien avant. Bien avant. Lorsque nous regardons des pays comme la Finlande, nous trouvons une approche complètement différente. Une logique qui semble simple, mais qui porte des implications profondes. En Finlande, l'éducation ne commence pas quand l'enfant entre à l'école. Elle commence pratiquement à la naissance. Vers l'âge de 8 mois, n'importe quel enfant peut être inscrit dans un système public de crèche. Universel. Et encadré par des professionnels hautement qualifiés. Peu importe si la famille est riche ou pauvre. Tous les enfants ont accès au même point de départ. Cette décision, apparemment simple, révèle une mentalité. Une priorité. L'idée que le véritable investissement ne se trouve pas à la fin de la formation, mais au début de la vie. Et ce n'est pas seulement un choix politique. C'est un choix fondé sur des preuves. De nombreuses études montrent que les années les plus formatrices d'un être humain se situent entre 1 et 6 ans. C'est durant cette période que le cerveau établit une grande partie des connexions neuronales fondamentales. Les connexions qui influencent l'apprentissage, le comportement, la créativité et même la capacité émotionnelle. Autrement dit, ce qui se passe dans cette phase initiale façonne, de manière silencieuse, l'avenir entier d'un individu. Maintenant, comparez cela avec la réalité chinoise. Si la famille dispose de ressources, l'enfant peut fréquenter une crèche privée de haute qualité. Mais si ce n'est pas le cas, il reste à la maison, sans la même stimulation, sans le même environnement structuré. Cette différence initiale, petite à première vue, commence à s'élargir avec le temps. Et des années plus tard, lorsque ces jeunes arrivent sur le marché du travail, le système tente de corriger quelque chose qui aurait dû être construit dès le départ. Les entreprises chinoises font aujourd'hui face à un défi constant. Les jeunes diplômés arrivent avec des diplômes, mais sans les compétences nécessaires pour travailler efficacement. Et cela oblige les employeurs à faire quelque chose d'inhabituel. Ils doivent investir entre 2 et 4 ans pour requalifier ces professionnels. Former, ajuster, reconstruire des compétences de base. C'est un coût énorme. Mais, en pratique, il n'existe pas d'alternative. L'économie doit continuer à fonctionner. Maintenant, une question inévitable se pose. Et si une partie de cet investissement était faite plus tôt? Et si, au lieu de corriger des adultes, le système formait mieux les enfants dès le début? Cette hypothèse révèle quelque chose d'encore plus profond. Il ne s'agit pas seulement de ressources. Il s'agit d'état d'esprit. En Finlande, la question centrale est claire. Comment garantir que tous les enfants aient de réelles conditions de réussite? En Chine, en revanche, la logique tend à être différente. L'accent est souvent mis sur la réussite individuelle, sur ceux qui ont déjà accès, sur ceux qui sont déjà en avance. Et cela crée un système qui amplifie les inégalités au lieu de les réduire. Mais il y a un élément encore plus subtil dans cette équation. Un facteur qui apparaît rarement dans les débats techniques sur l'éducation. Et pourtant, il peut être décisif. L'empathie. En Finlande, l'empathie n'est pas traitée comme quelque chose d'abstrait. Elle est enseignée. De manière directe. Intentionnelle. Dès le plus jeune âge. Les enfants apprennent ce que signifie se mettre à la place de l'autre. Ils apprennent à reconnaître les émotions. Ils apprennent à considérer des perspectives différentes des leurs. Et cela façonne non seulement des individus, cela façonne des sociétés entières. Parce qu'une société forte ne dépend pas seulement des connaissances techniques. Elle dépend des connexions humaines. De la confiance, de la coopération, de la compréhension mutuelle. Sans cela, quelque chose commence à se détériorer. Et c'est peut-être l'un des points les plus critiques lorsque l'on observe la Chine contemporaine. Il existe un lien émotionnel fort au sein des cercles proches. Famille, amis, réseau personnel. Mais en dehors de ces cercles, l'empathie devient limitée. Et cela entraîne des conséquences sociales, culturelles et même économiques.
Parce que sans empathie, la capacité de comprendre l'autre diminue. Et lorsque cela se produit, des frictions apparaissent, des conflits, des malentendus, des distances. Dans un monde de plus en plus globalisé, cela devient un problème stratégique. Il ne s'agit pas seulement d'éducation interne. Il s'agit de la capacité d'interagir avec le monde, de collaborer avec d'autres cultures, de diriger dans des environnements divers, d'interpréter des réalités différentes. Et cela nous conduit à une réflexion plus large. Peut-être que le véritable défi n'est pas de former davantage de professionnels, mais de former des êtres humains plus complets, plus conscients, plus connectés, plus capables de comprendre l'autre. Parce qu'au final, l'innovation ne naît pas seulement de l'intelligence. Elle naît de la capacité à voir au-delà de soi-même. Et cela commence bien avant l'université, bien avant le marché du travail. Cela commence dans les premières années de la vie. Peut-être est-ce précisément là que tout se décide. Il existe une tendance courante lorsque l'on parle d'éducation. Se concentrer sur le contenu. Se concentrer sur la performance. Se concentrer sur des résultats mesurables. Mais il existe une couche plus profonde qui entre rarement dans ces indicateurs. La manière dont une société apprend à ses individus à percevoir l'autre. Et cela change tout. En Finlande, l'empathie n'est pas un concept périphérique. Elle est une partie structurante du système éducatif. Les enfants n'apprennent pas seulement les mathématiques ou le langage. Ils apprennent à interpréter les émotions. Ils apprennent à reconnaître l'impact de leurs actions sur les autres. Ils apprennent à écouter. Et surtout, ils apprennent que le monde ne tourne pas uniquement autour d'eux. Cette formation silencieuse crée quelque chose de puissant. Des individus capables de véritable collaboration. Et la collaboration, lorsqu'elle est bien structurée, se transforme en innovation. Parce qu'innover, ce n'est pas seulement créer quelque chose de nouveau. C'est comprendre les problèmes sous de multiples perspectives. C'est anticiper les besoins. C'est connecter des idées apparemment éloignées. Et cela exige de l'empathie. Sans elle, la pensée devient limitée. Technique, mais non créative. Fonctionnelle, mais non transformative. Maintenant, observez le contraste. En Chine, historiquement, l'empathie n'a jamais été une priorité éducative. Et ce n'est pas un détail insignifiant. C'est une absence structurelle, si profonde que, dans de nombreux contextes, il n'existe même pas une compréhension claire du concept. Cela ne signifie pas une absence de sentiment. Il y a de l'affection. Il y a du soin. Mais ils sont concentrés dans des cercles fermés. Famille, relations proches, réseaux personnels. En dehors de ces cercles, quelque chose change. La connexion émotionnelle s'affaiblit. Et lorsque cela se produit, la société commence à fonctionner de manière fragmentée. Il existe une histoire qui illustre cela de manière troublante. Un enfant en bas âge renversé dans la rue. Non pas une, mais 2 fois. Des personnes autour observent, s'arrêtent, regardent, mais n'agissent pas. Non pas par cruauté explicite, mais par une déconnexion silencieuse. Une absence d'implication émotionnelle envers l'inconnu. Ce type d'épisode ne peut pas être réduit à un seul facteur. Mais il révèle un schéma. Une fragilité dans ce qui soutient toute société fonctionnelle. Les liens invisibles. La confiance fondamentale entre des personnes qui ne se connaissent pas. Sans ces liens, des conséquences apparaissent. Méfiance. Isolement. Difficultés de coopération. Et, à une échelle plus large, des difficultés d'intégration avec le monde. Parce que nous vivons aujourd'hui dans une réalité inévitablement globale. Les entreprises opèrent dans plusieurs pays. Les équipes sont multiculturelles. Les décisions traversent les frontières. Dans ce contexte, l'empathie cesse d'être une vertu. Elle devient une compétence stratégique. La capacité de comprendre comment l'autre pense, comment l'autre ressent, comment l'autre réagit. Sans cela, des erreurs apparaissent. Les négociations échouent. Les partenariats se brisent. Les conflits augmentent. Et c'est peut-être pour cela que la Chine, malgré sa puissance économique, rencontre encore des difficultés dans cet aspect. Pour de nombreux pays, elle continue d'être perçue comme une égale boîte noire, difficile à interpréter, difficile à prévoir, difficile à comprendre. Et cette perception ne vient pas seulement de facteurs politiques. Elle a aussi des racines culturelles et éducatives. Si une société n'entraîne pas ses individus à comprendre l'autre, elle aura également du mal à être comprise. Et cela crée un cycle. Moins de compréhension, plus de distance. Plus de distance, plus de méfiance. Rompre ce cycle exige quelque chose de fondamental. Une nouvelle génération. Une génération préparée non seulement techniquement, mais émotionnellement. Capable de naviguer entre les cultures. Capable d'interpréter les nuances. Capable de construire des ponts. Et cela nous ramène au point initial. L'éducation.
non pas comme un système de transmission de connaissances, mais comme un système de formation humaine. La question change alors complètement. Ce n'est plus comment former de meilleurs professionnels, mais plutôt comment former des personnes capables de vivre dans un monde interconnecté? La réponse n'est peut-être pas simple, mais certains chemins sont déjà clairs. Investir tôt. Réduire les inégalités dès le départ. Valoriser les compétences humaines. Et surtout, reconnaître que l'intelligence sans empathie a des limites. Des limites qui, tôt ou tard, commencent à apparaître. Peut-être que le plus grand défi de la Chine n'est pas économique, ni technologique, mais humain. Et si cela est vrai, alors la solution ne se trouvera pas seulement dans des politiques industrielles. Elle se trouvera dans les salles de classe, dans les crèches, dans les premières années de la vie, et dans les choix silencieux qui définissent ce qui est réellement important à enseigner. Il existe une erreur fréquente lorsqu'on observe le succès d'une nation. Confondre croissance et développement. À première vue, la Chine semble avoir résolu cette équation. Croissance accélérée, expansion industrielle, avancée technologique. Mais lorsqu'on regarde de plus près, une autre question commence à émerger. Croissance pourquoi? Et, peut-être plus important encore, croissance soutenue par quoi? Car aucune économie, aussi puissante soit-elle, ne se maintient uniquement grâce aux chiffres. Elle se maintient grâce aux personnes, à la qualité des décisions, à la capacité d'adaptation, à la capacité d'anticiper les changements. Et tout cela dépend de quelque chose d'invisible. La manière dont ces personnes ont été formées. Pendant des décennies, la Chine a construit un modèle extrêmement efficace pour produire des compétences techniques. Et ce n'est pas anodin. C'est le résultat de discipline, de structure et de concentration. Mais ce même modèle, en privilégiant la performance et la standardisation, a laissé des lacunes. Des lacunes qui n'apparaissent pas dans les examens, mais qui apparaissent dans la vie réelle. La difficulté à faire face à l'imprévu. La difficulté à penser en dehors de structures rigides. La difficulté à comprendre des contextes humains complexes. Et c'est précisément dans ces points que surgissent les plus grands défis du XXIe siècle. Parce que le monde a changé. Et il continue de changer. Les problèmes actuels ne sont pas linéaires. Ils ne sont pas prévisibles. Ils ne se résolvent pas uniquement avec une logique technique. Ils exigent de l'interprétation. Exigent de la sensibilité. Exigent une lecture des dynamiques humaines. Et cela nous amène à une constatation importante. L'éducation ne concerne pas seulement ce que vous savez. Elle concerne la manière dont vous pensez. Et surtout, la manière dont vous percevez le monde autour de vous. En Finlande, cette perception est cultivée dès le plus jeune âge. Le système ne cherche pas seulement à former des élèves efficaces. Il cherche à former des individus équilibrés, capables d'apprendre, mais aussi de questionner, capables de rivaliser, mais aussi de collaborer, capables de penser, mais aussi de ressentir. Et cette combinaison génère quelque chose de rare. Autonomie avec conscience, créativité avec responsabilité, innovation avec sens. Maintenant, si nous regardons à nouveau la Chine, nous voyons un contraste. Il y a de la capacité technique, il y a de l'effort, il y a de l'ambition. Mais il existe encore une difficulté structurelle à intégrer ces dimensions humaines. Et cela crée un type spécifique de limitation. Une limitation qui n'empêche pas la croissance, mais qui peut freiner l'évolution. Parce que croître, c'est étendre ce qui existe déjà. Mais évoluer, c'est transformer la manière de penser. Et cette transformation exige quelque chose qui ne peut pas être imposé. Elle doit être construite, progressivement, depuis le début. Dans les premiers stimuli, dans les premières interactions, dans les premières expériences sociales. Lorsqu'un enfant apprend à partager, il apprend plus qu'un simple comportement. Il apprend une structure sociale. Lorsqu'il apprend à écouter, il développe quelque chose qu'aucun livre ne peut pleinement enseigner. Lorsqu'il apprend à se mettre à la place de l'autre, il construit la base de tout ce qui viendra ensuite. Et c'est peut-être précisément cela qui définit la différence entre les systèmes éducatifs. Pas seulement ce qu'ils enseignent, mais ce qu'ils privilégient. Car chaque choix éducatif est, au fond, une déclaration de valeurs. Et les valeurs façonnent les sociétés. Si l'accent est mis uniquement sur la performance, vous obtiendrez de l'efficacité. Mais vous risquez de perdre en profondeur. Si l'accent inclut le développement humain, vous pouvez construire quelque chose de plus durable, plus résilient, plus adaptable. Et cela devient encore plus pertinent lorsque nous pensons à l'avenir. Un avenir où l'intelligence artificielle, l'automatisation et la technologie avancée redéfiniront le rôle de l'être humain. Dans ce scénario, les compétences techniques peuvent devenir rapidement remplaçables. Mais les compétences humaines, elles deviennent encore plus précieuses. Empathie,
créativité, pensée critique, capacité d'adaptation. Ce seront les véritables avantages compétitifs. Et elles ne peuvent pas être développées du jour au lendemain. Elles exigent du temps, exigent un environnement, exigent de l'intention. Peut-être alors que la véritable erreur ne réside pas dans l'investissement dans les universités, mais dans le fait de croire que le problème commence là. Parce que lorsqu'un système tente de corriger des adultes, il travaille déjà avec des structures consolidées, beaucoup plus difficiles à transformer. Mais lorsqu'il investit à la base, il façonne ce qui est encore en formation. Et cela change tout. La Chine a encore du temps. Elle a encore des ressources. Elle a encore des capacités. Mais la direction de cet investissement sera décisive. Car au final, la question n'est pas seulement éducative. Elle est civilisationnelle. Quel type de société est en train d'être construit? Une société hautement efficace? Ou une société profondément humaine? Peut-être que le point le plus important dans tout cela est de comprendre que nous observons deux modèles. Pas seulement deux systèmes éducatifs, mais deux façons de percevoir l'être humain. D'un côté, un modèle qui privilégie la performance, qui valorise le résultat, qui mesure le succès à partir de l'efficacité et de la production. Ce modèle fonctionne. Il génère de la croissance. Il crée des structures solides. Il soutient des économies entières. Mais il a une limite, parce qu'il repose sur une supposition silencieuse, que la connaissance technique, à elle seule, est suffisante. De l'autre côté, il existe un modèle qui élargit cette vision, qui comprend que la connaissance n'est qu'une partie de l'équation, et que le développement humain doit inclure autre chose, quelque chose de moins mesurable, mais profondément déterminant, la capacité de se relier, la capacité de comprendre, la capacité de percevoir l'autre comme faisant partie du même système. Et cela change complètement le résultat final, parce qu'une société n'est pas seulement un ensemble d'individus productifs. Elle est un réseau d'interactions, une structure vivante, où chaque décision individuelle affecte l'ensemble. Sans empathie, ce réseau se fragilise. Sans compréhension, il se fragmente. Sans connexion, il perd sa cohésion. Et lorsque cela se produit, des problèmes apparaissent que la technologie seule ne peut pas résoudre. Des problèmes sociaux, des problèmes culturels, des problèmes de confiance. Et ces problèmes, contrairement aux problèmes techniques, n'ont pas de solution rapide. Ils exigent une reconstruction. Ils exigent du temps. Ils exigent un changement à la base. C'est peut-être pour cela que la Finlande a fait un choix si spécifique. Investir dès le début. Non pas parce que c'est plus facile, mais parce que c'est plus efficace. Parce que tout ce qui vient ensuite dépend de ce commencement. Et cela nous mène à une réflexion inévitable. Si nous voulons des sociétés plus équilibrées, plus innovantes, plus adaptables, nous devons commencer là où tout commence réellement. Dans la formation initiale, dans les premiers liens, dans les premières expériences, dans les premiers apprentissages invisibles. Car c'est là que se définit quelque chose d'essentiel. La manière dont un individu va percevoir le monde. Et, par conséquent, la manière dont il va agir en son sein. La Chine, avec toute sa puissance et sa complexité, se trouve face à un choix. Continuer à affiner un modèle qui a déjà prouvé son efficacité. Ou élargir ce modèle pour inclure ce qui lui manque encore. Le développement humain dans sa totalité. Non pas comme un complément, mais comme une partie centrale de la stratégie. Parce qu'à long terme, la différence entre croître et évoluer peut se situer précisément là, dans ce qui n'apparaît pas dans les classements, dans ce qui ne peut pas être mesuré facilement, mais qui soutient tout ce qui compte réellement. Et peut-être que c'est la question la plus importante de toutes. Qu'est-ce que nous formons réellement lorsque nous éduquons une génération? Des professionnels? Ou des êtres humains complets? Ce n'était qu'une des nombreuses énigmes qui ont traversé les siècles. À travers le monde, il existe des villes perdues, des manuscrits indéchiffrables et des événements historiques qui défient encore notre compréhension. Certains de ces mystères commencent à être révélés. D'autres restent totalement inexpliqués. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'une de ces énigmes qui continuent d'intriguer les historiens aujourd'hui. Car lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'humanité, il existe toujours un nouveau secret à découvrir. History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets.
Nous vivons à une époque où les guerres sont diffusées en temps réel. Les images circulent sur les réseaux sociaux. Bombardements, destruction, civils courant parmi les décombres. Et une question inévitable surgit face à tout cela. Que se passe-t-il réellement? Ces dernières années, l'un des conflits les plus intenses du monde se concentre dans une petite bande de territoire au Moyen-Orient. Gaza est devenu le théâtre d'une violence qui choque la planète entière. Des vidéos apparaissent chaque jour. Des bâtiments détruits. Des familles entières disparaissant sous les décombres. Mais certains analystes posent une question dérangeante. Et si ce que nous voyons en surface n'expliquait pas entièrement ce qui se passe? Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre un point fondamental. Tout au long de l'histoire humaine, les guerres n'ont jamais été seulement des guerres. Très souvent, elles ont porté des significations symboliques, religieuses ou rituelles. Les civilisations anciennes incorporaient fréquemment la violence collective dans des pratiques considérées comme sacrées. Un exemple classique vient de la civilisation aztèque. Des fouilles archéologiques ont révélé des temples contenant des milliers de crânes humains. Ces restes faisaient partie de cérémonies religieuses visant à plaire aux divinités et à garantir la prospérité de l'Empire. Un autre exemple apparaît chez les Phéniciens, en particulier dans l'ancienne Carthage. Les récits historiques décrivent des rituels de sacrifice d'enfants associés à des pratiques religieuses. Même des civilisations considérées comme des piliers de la culture occidentale présentaient des pratiques similaires. Les Romains, par exemple, célébraient leur victoire militaire par ce que l'on appelait un triomphe. Lors de cette cérémonie, des dirigeants ennemis capturés étaient exhibés publiquement dans les rues de Rome. À la fin du rituel, ces prisonniers étaient exécutés dans le temple de Jupiter. C'était un spectacle politique. Mais il possédait aussi un profond symbolisme religieux. Sacrifice, pouvoir, unité nationale. Face à ces exemples historiques, certains observateurs commencent à formuler une hypothèse troublante. Serait-il possible que certains conflits modernes portent également des dimensions symboliques similaires? Il s'agit d'une interprétation controversée, avancée par certains analystes contemporains. Selon cette lecture, certains épisodes de violence collective pourraient fonctionner comme des mécanismes de mobilisation sociale. Des événements extrêmes créent de la peur, créent de l'indignation, mais créent aussi de la cohésion interne. Une analyse particulièrement controversée appliquée au conflit actuel suggère que certaines décisions stratégiques pourraient être liées à ce type de logique symbolique. Selon cette interprétation, certaines actions militaires pourraient produire un effet psychologique puissant au sein même de la société qui les mène. Lorsqu'un pays se voit entouré de critiques globales, sa population tend à réagir de deux manières. Division interne, ou union absolue face à un ennemi commun. Cette dynamique apparaît à plusieurs reprises dans l'histoire militaire. Une ancienne stratégie chinoise illustre bien ce phénomène. Les généraux chinois plaçaient parfois leurs propres armées face à un fleuve. Derrière les soldats, l'eau. Devant eux, l'ennemi. À ce moment-là, les combattants comprenaient qu'il n'y avait aucune issue. Soit ils combattaient, soit ils mouraient. Sans alternative, la plupart choisissaient de combattre avec une intensité totale. Cette stratégie est devenue connue sous le nom de Hekai, combattre avec la rivière dans le dos Iyo. Elle transforme le désespoir en unité, et l'unité en force. Certains analystes voient un parallèle psychologique dans cette logique. Dans certaines circonstances, des actions extrêmement choquantes peuvent créer un environnement où il n'y a plus de place pour la neutralité. La société entre en mode de survie. Les différends internes disparaissent. Tous se mettent à lutter pour le même objectif. Cette interprétation suggère que des conflits hautement visibles peuvent produire exactement cet effet. Plus la condamnation internationale est forte, plus la sensation interne d'encerclement augmente. Et plus cette sensation d'encerclement augmente, plus l'unité nationale se renforce. Il existe également une composante religieuse que certains chercheurs soulignent. Dans certains courants extrêmes de l'eschatologie juive, existe la croyance qu'à la fin des temps, Israël affrontera une grande coalition mondiale. Selon cette vision théologique, à ce moment décisif, Dieu interviendrait pour garantir la victoire finale d'Israël. Certains analystes spéculent que des groupes idéologiques radicaux pourraient interpréter les événements contemporains comme faisant partie de ce processus historique. Il s'agit d'une hypothèse hautement controversée. Mais elle apparaît dans les débats géopolitiques et religieux sur le conflit. Si cette lecture est correcte, certaines actions ne seraient pas seulement militaires. Elles seraient aussi symboliques. Elles construiraient une narration d'encerclement, une narration de destin historique.
Une narration qui mobilise toute une société. En même temps, il est important de reconnaître que cette interprétation ne fait pas consensus parmi les historiens ou les spécialistes. De nombreux chercheurs considèrent le conflit comme le résultat de facteurs bien plus complexes. Conflits territoriaux, sécurité nationale, politique interne, histoire coloniale, religion, et rivalité régionale profondément enracinée. Aucune explication isolée ne parvient à saisir toute la complexité du conflit. Mais la question demeure. Pourquoi certains conflits semblent-ils s'intensifier même lorsque le coût humain est énorme? Pourquoi des décisions stratégiques semblent-elles parfois défier la logique diplomatique? Et pourquoi des épisodes de violence extrême, au lieu d'affaiblir les sociétés, finissent parfois par renforcer leur cohésion interne? Peut-être que la réponse se trouve dans la manière dont les êtres humains réagissent face aux dangers collectifs. L'histoire montre que les crises profondes transforment souvent les sociétés. Elles redéfinissent les identités, redéfinissent les alliances, et redéfinissent l'avenir politique de nations entières. Si certaines de ces interprétations sont correctes, les événements auxquels nous assistons aujourd'hui pourraient avoir des conséquences que nous ne comprenons pas encore pleinement. Car tout au long de l'histoire, des conflits apparemment locaux ont souvent déclenché des transformations globales. Et parfois, ce n'est que des décennies plus tard que nous comprenons le véritable sens de ce qui s'est produit. La question reste donc ouverte. Observons-nous simplement un nouveau chapitre d'un conflit régional, ou assistons-nous au début de quelque chose de bien plus vaste? L'hypothèse présentée jusqu'ici soulève une possibilité troublante. Et si certains événements violents n'étaient pas seulement des conséquences du conflit, mais aussi des instruments politiques et psychologiques? Pour comprendre cette idée, il est nécessaire d'observer comment les sociétés réagissent face à des situations extrêmes. Lorsqu'une communauté perçoit qu'elle est entourée d'ennemis, quelque chose de profond se produit en son sein. Les divisions internes commencent à disparaître. Les groupes politiques rivaux suspendent leurs conflits. Les critiques internes deviennent dangereuses. La priorité devient la survie collective. Ce phénomène est connu par de nombreux historiens comme l'effet de cohésion en situation de siège. Il apparaît à plusieurs reprises dans l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, des villes entières ont vécu sous des bombardements constants. Londres a été frappée à plusieurs reprises lors du Blitz allemand. Malgré la destruction massive, le résultat n'a pas été un effondrement social. Ce fut l'inverse. La population britannique est devenue encore plus unie. L'identité nationale s'est renforcée. La résistance a augmenté. Des situations similaires se sont produites dans d'autres guerres. Les bombardements, les sanctions et les menaces extérieures produisent souvent un effet inattendu. Au lieu de diviser la population, ils finissent par consolider le soutien interne au gouvernement. Même des gouvernements critiqués commencent à être perçus comme des défenseurs de la survie nationale. C'est l'un des paradoxes de la géopolitique. La pression extérieure peut renforcer ce qu'elle cherchait à affaiblir. Appliqué au contexte actuel du Moyen-Orient, certains analystes suggèrent que ce mécanisme psychologique pourrait être en action. Selon cette interprétation, plus l'hostilité internationale envers Israël est forte, plus la tendance à l'unité interne au sein de la société israélienne augmente. La logique est simple. Si le pays croit faire face à une menace existentielle, les divergences politiques deviennent secondaires. La survie collective domine alors le débat public. Mais il existe un deuxième élément dans cette interprétation. Un élément encore plus perturbant. La visibilité. Nous vivons à une époque où chaque événement est enregistré par des caméras. Chaque explosion peut être filmée. Chaque attaque peut être partagée instantanément. Cela signifie que la guerre moderne ne se déroule pas seulement sur le champ de bataille. Elle se déroule aussi dans la sphère de la perception globale. Les narrations deviennent des armes. Les images deviennent des instruments politiques. Et l'opinion publique internationale commence à influencer les décisions stratégiques. Certains observateurs soutiennent que, dans certains cas, des actions extrêmement visibles peuvent servir à provoquer des réactions globales prévisibles. Indignation, protestation, condamnation internationale. Tout cela alimente une sensation de confrontation mondiale. Cette perception de confrontation peut renforcer des narrations historiques profondes au sein de certaines communautés. Narration de persécution, narration de survie, narration de destin collectif. Lorsque ces narrations sont activées,
la mobilisation sociale peut atteindre des niveaux extraordinaires. Dans le cas spécifique d'Israël, la mémoire historique joue un rôle fondamental. Pendant des siècles, les communautés juives ont subi des persécutions dans différentes régions du monde. Cet héritage historique a profondément façonné l'identité nationale israélienne. L'idée de sécurité existentielle est devenue centrale. Pour de nombreux Israéliens, la survie de l'État est perçue comme une question absolue. Dans ce contexte psychologique, les menaces extérieures peuvent être perçues non seulement comme des défis politiques, mais comme des risques existentiels. Cela modifie complètement la manière dont les décisions sont interprétées, et modifie aussi la manière dont la population réagit. Un autre aspect soulevé par certains analystes concerne la radicalisation politique interne. Dans pratiquement tous les pays, les crises profondes tendent à renforcer les groupes idéologiques les plus extrêmes. En période de peur collective, les discours modérés perdent souvent du terrain. Des narrations plus dures gagnent en popularité. La politique se déplace. Le langage s'intensifie. Cette dynamique n'est propre à aucune nation. Elle apparaît dans de nombreux contextes historiques. Lorsque les sociétés entrent dans un état de mobilisation permanente, le débat public change. La priorité cesse d'être le consensus. La priorité devient la victoire. C'est pourquoi comprendre les conflits modernes exige d'observer plusieurs couches simultanément. Stratégie militaire, pressions internes, religion, mémoire historique, psychologie collective, et aussi la manière dont le conflit est perçu par le monde. La vérité est que les guerres sont rarement simples. Ce sont des systèmes complexes. Des systèmes où les décisions politiques, les croyances religieuses, les intérêts stratégiques et les émotions collectives s'entrelacent. C'est à ce point que des interprétations controversées commencent à émerger. Certains observateurs pensent que certains événements ne peuvent être compris qu'en les analysant à travers ces multiples couches. D'autres rejettent totalement ces interprétations et soutiennent que le conflit doit être expliqué par des facteurs politiques traditionnels. Peut-être que ces deux perspectives révèlent différentes parties d'une même réalité. L'histoire montre souvent que les conflits humains ont plus d'une cause, plus d'une narration, plus d'une interprétation. Ce qui rend le moment actuel particulièrement délicat, c'est la vitesse à laquelle les événements se déroulent. Des événements qui autrefois mettaient des mois à se diffuser, se répandent désormais dans le monde entier en quelques minutes. La guerre est devenue globale non seulement par son impact militaire, mais par son impact informationnel. Chaque nouvel événement génère des vagues de réactions dans le monde entier. Protestations, débats politiques, pressions diplomatiques, mouvements sociaux. Et ces réactions, à leur tour, alimentent le conflit lui-même, créant un cycle difficile à interrompre. S'il existe une leçon récurrente dans l'histoire des guerres, c'est celle-ci. Les conflits restent rarement confinés à l'endroit où ils ont commencé. Ils ont tendance à s'étendre, à entraîner de nouvelles forces, de nouveaux intérêts, de nouveaux acteurs. La question qui demeure est donc profondément dérangeante. Observons-nous simplement un nouveau chapitre d'un conflit régional prolongé? Ou sommes-nous face à un processus capable de redéfinir l'équilibre global dans les décennies à venir? Tout au long de l'histoire, des conflits apparemment locaux ont déjà déclenché des transformations globales. En 1914 par exemple, l'assassinat d'un archiduc à Sarajevo semblait être un événement régional. Mais en quelques semaines, des alliances militaires ont été activées. Le résultat fut la Première Guerre mondiale. Des millions de morts. Des empires détruits. Une nouvelle carte politique pour la planète. Les événements historiques révèlent rarement immédiatement leur véritable dimension. Souvent, ce qui semble être un épisode isolé devient partie d'une chaîne beaucoup plus vaste d'événements. C'est pourquoi les analystes géopolitiques observent certains conflits avec autant d'attention. Ils recherchent des modèles, des connexions, des signes d'escalade. Dans le cas du Moyen-Orient, la complexité est encore plus grande. La région se situe au carrefour de 3 continents. Des intérêts stratégiques de plusieurs puissances y convergent. Des ressources énergétiques, des routes commerciales, et aussi une énorme concentration de significations religieuses. Jérusalem, par exemple, est considérée comme sacrée par 3 grandes traditions religieuses. Le judaïsme, le christianisme, l'islam.
Cette convergence rend chaque conflit dans la région particulièrement sensible. En même temps, le système international traverse une période de transformation. L'ordre global établi après la Seconde Guerre mondiale fait face à des pressions croissantes. De nouvelles puissances émergent. D'anciennes alliances sont remises en question. La compétition entre blocs géopolitiques s'intensifie. Dans ce contexte, des crises régionales peuvent rapidement acquérir une dimension globale. Certains analystes pensent que le conflit actuel fait partie de cette transition historique. Selon cette lecture, nous entrons dans une nouvelle phase de la politique internationale. Une phase marquée par l'instabilité, la compétition stratégique et des luttes d'influence. Dans de tels scénarios, les conflits locaux deviennent souvent des arènes où des intérêts globaux s'affrontent. Des pays puissants soutiennent différents camps. Les organisations internationales tentent d'intervenir. La diplomatie entre en jeu, mais ne parvient pas toujours à empêcher l'escalade. Un autre facteur important est l'impact des narrations. Dans les guerres modernes, contrôler la narration est devenu presque aussi important que contrôler les territoires. Les gouvernements, les mouvements politiques, et même les individus sur les réseaux sociaux participent à cette bataille. Chaque camp cherche à présenter sa version des faits. Chaque camp tente de mobiliser un soutien international. Cela crée un environnement informationnel extrêmement complexe. Les images peuvent être interprétées de différentes manières. Les discours politiques peuvent renforcer des perceptions de menaces. Et l'opinion publique mondiale commence à influencer les décisions diplomatiques. Dans de nombreux cas, les conflits prolongés produisent un effet supplémentaire. La normalisation de la crise. Avec le temps, des événements qui choquaient initialement le monde commencent à être perçus comme faisant partie de la routine. Cela crée un risque dangereux. La violence devient banale. L'indignation perd en intensité. Et les solutions diplomatiques deviennent encore plus difficiles. Malgré tout cela, l'histoire montre aussi un autre modèle important. Les conflits apparemment insolubles trouvent parfois des chemins inattendus vers la résolution. D'anciens ennemis deviennent partenaires. Des accords de paix émergent après des décennies d'hostilité. Des sociétés fatiguées de la guerre cherchent de nouvelles voies. Rien de tout cela ne se produit rapidement. Les processus historiques sont lents, complexes, pleins d'avancées et de recul. Mais ils montrent que l'avenir n'est jamais totalement déterminé. C'est précisément pour cela que comprendre les conflits du présent est si important. Non seulement pour analyser ce qui se passe maintenant, mais pour comprendre quels chemins peuvent s'ouvrir à l'avenir. Si certaines des interprétations discutées dans ce documentaire ont une part de validité, alors nous sommes face à un moment décisif. Un moment où les décisions politiques, les narrations idéologiques et les réactions sociales peuvent façonner le prochain chapitre de l'histoire mondiale. Si elles sont erronées, elles révèlent malgré tout quelque chose d'essentiel. Elles montrent comment les sociétés tentent de donner du sens à des événements complexes. Elles montrent comment les êtres humains cherchent des modèles au milieu du chaos. Et elles montrent comment les narrations influencent la manière dont nous voyons le monde. Peut-être que la question la plus importante n'est pas seulement ce qui se passe maintenant, mais ce que ces interprétations disent de nous, de nos peurs, de nos croyances, et de nos tentatives de comprendre l'histoire alors même qu'elle est en train de s'écrire. Car au final, les conflits ne sont pas seulement des affrontements entre territoires. Ils sont aussi des affrontements entre idées, entre visions du monde, entre différentes interprétations de la réalité. Et tant que ces interprétations continueront d'exister, le débat sur le véritable sens de ces événements restera ouvert. Peut-être pendant des décennies, peut-être pendant des générations. L'histoire n'est pas terminée. Et les prochains chapitres pourraient révéler bien plus que ce que nous imaginons. L'histoire ne révèle jamais tous ses secrets. Entre ruines, manuscrits oubliés et civilisations perdues, il existe encore des questions qui défient tout ce que nous pensons savoir. Peut-être que certaines réponses ont déjà été trouvées, mais beaucoup d'autres restent cachées. Ceci était un autre documentaire de History Secret. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les mystères les plus profonds de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.
History Secrets. Il existe un moment où une société cesse d'évoluer, mais ne réalise pas encore qu'elle a déjà commencé à se fissurer. Elle continue de fonctionner, les institutions existent toujours, les discours continuent d'être prononcés, les indicateurs semblent encore acceptables. Mais quelque chose d'invisible commence à se désagréger de l'intérieur. La cohésion se fragilise. La confiance se dissout, et lentement, le système perd sa capacité à se soutenir. Ce que nous allons voir ici n'est pas une prédiction absolue. C'est une lecture possible, construite à partir de schémas historiques, de dynamiques sociales et de décisions politiques accumulées au fil du temps. Et peut-être le plus inconfortable est ceci, l'effondrement vient rarement de l'extérieur. Il naît de l'intérieur. Le récit commence par un exemple concret. Un pays qui, pendant longtemps, a été vu comme un symbole de stabilité, de prospérité et de qualité de vie. Un pays qui semblait avoir trouvé un équilibre rare entre richesse, sécurité et bien-être. Mais cet équilibre a commencé à se tendre. Ces dernières années, des changements structurels se sont accumulés. La croissance démographique accélérée, stimulée par des flux migratoires intenses, a concentré des millions de personnes dans quelques centres urbains. Cela a généré un effet en chaîne. Les prix de l'immobilier ont explosé. Le coût de la vie a augmenté de manière continue. La pression sur les services publics s'est intensifiée. Dans le même temps, les salaires n'ont pas suivi ce rythme. Le résultat a été une équation instable. Travailler a cessé de suffire pour garantir une sécurité de base. Dans certaines villes, il est devenu presque impossible de survivre sans un revenu bien supérieur à la moyenne. Et lorsqu'une société atteint ce point, les conséquences commencent à apparaître. La criminalité augmente. La population sans abri s'accroît. La dépendance se répand comme un symptôme, et non comme une cause. Mais ici surgit une question centrale. Il est facile de pointer des coupables visibles. Les immigrés, les étrangers, les nouveaux groupes sociaux. Ceux qui sont arrivés plus récemment deviennent la cible immédiate de la frustration collective. Après tout, ce sont eux que l'on voit au quotidien, dans les fils, dans les rues, dans les statistiques. Mais cette explication est superficielle. Elle ignore des couches plus profondes de la structure. L'expérience même de ceux qui vivent ce processus révèle une autre dimension. L'histoire d'une famille arrivée des décennies plus tôt, cherchant une vie meilleure, montre un contraste important. Ils venaient d'un contexte d'extrême pauvreté. Un environnement où même les éléments de base étaient considérés comme un luxe. La migration représentait non seulement une opportunité économique, mais une échappatoire à une réalité presque inimaginable selon les standards actuels. Et, au début, il y avait de la gratitude. Mais aussi des difficultés. Un travail acharné, des emplois précaires, une discrimination silencieuse, des barrières culturelles. La promesse d'ascension existait, mais elle n'était pas automatique. Elle exigeait un effort extrême, une adaptation constante, et souvent, l'acceptation de conditions que peu accepteraient volontairement. Malgré tout, il existait une différence fondamentale. À ce moment-là, le système parvenait encore à absorber ces trajectoires. Il y avait de la place pour la mobilité. Il y avait une marge pour la croissance. Avec le temps, cette marge a commencé à disparaître. Et c'est ici que l'analyse change de direction. Le problème ne réside pas seulement dans ceux qui entrent dans le système. Il réside dans la manière dont le système est structuré pour y faire face. Pour comprendre cette dynamique, il est nécessaire d'observer les incitations qui soutiennent les décisions politiques. Derrière les politiques publiques, il existe toujours une logique de maintien de l'équilibre. Mais cet équilibre n'est pas neutre. Il sert des intérêts spécifiques, souvent invisibles pour ceux qui observent de l'extérieur. Une génération en particulier occupe une position centrale dans ce contexte. Une génération qui a accumulé richesse, stabilité et pouvoir au fil des décennies. Qui a grandi dans une période d'expansion économique, de sécurité géopolitique et de croissance continue. Cette génération en est venue à dépendre de 3 piliers fondamentaux. Le maintien de ses retraites, l'accès à un système de santé large et fonctionnel, la valorisation continue de ses actifs, notamment immobiliers. Pour soutenir ces 3 piliers, l'économie doit continuer à croître. Et pour que l'économie croisse, il existe peu d'alternatives structurelles. Exploiter les ressources naturelles de manière plus intense. Stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat à grande échelle. Ou augmenter la population économiquement active. Chacune de ces options a un coût. L'exploitation des ressources entre en conflit avec les valeurs environnementales. L'encouragement à l'entrepreneuriat exige une réduction du contrôle étatique et davantage de risques. L'immigration, quant à elle, offre une solution plus immédiate. Elle injecte de la main-d'œuvre.
augmente la consommation, soutient la croissance à court terme. Mais elle crée aussi des pressions. Et ces pressions ne sont pas réparties de manière égale. Tandis que certains en bénéficient directement, d'autres en absorbent les coûts. Cette asymétrie génère des tensions sociales. Et lorsque ces tensions ne trouvent pas d'explication claire, elles cherchent des cibles simples. C'est à ce moment que surgissent les récits conspirationnistes. Des théories qui tentent d'expliquer le phénomène, comme le résultat de plans cachés, de coordination globale ou d'intentions délibérées de destruction culturelle. Mais il existe une autre lecture. Peut-être que le système n'est pas dirigé par une intelligence supérieure. Peut-être qu'il est conduit par des décisions fragmentées, des intérêts immédiats et une incapacité collective à gérer les conséquences à long terme. Cette possibilité est moins confortable, parce qu'elle élimine l'idée d'un contrôle central, et nous oblige à considérer quelque chose de plus difficile. L'hypothèse que l'effondrement n'est pas planifié. Il est émergent, résultat de choix rationnels à court terme, qui deviennent destructeurs à long terme. Pour comprendre cela plus profondément, il est nécessaire d'observer la structure plus large, non seulement d'un pays spécifique, mais de tout un modèle de société. Une société construite sur une abondance relative, une sécurité prolongée et l'absence de menaces externes significatives. Lorsqu'un système fonctionne pendant longtemps sans grande rupture, il tend à développer certaines caractéristiques spécifiques. Il devient plus régulé, plus prévisible, plus dépendant de la stabilité. Mais cette stabilité a un prix. Elle réduit l'adaptabilité. Et en réduisant l'adaptabilité, le système devient vulnérable à des changements lents, mais continus. Des changements qui ne sont pas perçus comme des crises immédiates, mais qui, accumulés, transforment complètement la structure. Dans ce contexte, l'identité collective se transforme également. Elle cesse d'être basée sur des objectifs communs clairs et commence à être soutenue par des valeurs abstraites, des normes sociales et des structures institutionnelles. Cela peut fonctionner pendant un certain temps. Mais sous pression, ces structures commencent à révéler des fragilités. Et lorsque cela se produit, la société entre dans un état particulier. Elle fonctionne encore, mais ne sait plus exactement pourquoi. Alors surgit une question inévitable. Qu'est-ce qui maintient réellement une société unie lorsqu'elle ne possède plus un objectif commun clair? Pendant de longues périodes de stabilité, de nombreuses nations cessent d'être guidées par une mission concrète et commencent à se soutenir par des mécanismes plus subtils. Des valeurs partagées, des normes implicites, des comportements appris depuis l'enfance. Mais ces éléments, bien que puissants, ne sont pas indestructibles. Ils dépendent de quelque chose d'invisible. La confiance. La confiance que les règles ont du sens. La confiance que l'effort sera récompensé. La confiance que le système, malgré ses imperfections, fonctionne encore. Lorsque cette confiance commence à se détériorer, quelque chose change profondément. Et le plus intéressant est que ce changement ne se produit pas de manière abrupte. Il est silencieux, presque imperceptible au début. Les gens continuent de travailler, d'étudier, de payer leurs factures, de suivre leur routine. Mais intérieurement, la relation avec le système n'est plus la même. Une distance apparaît, un doute constant. Et, avec le temps, ce doute se transforme en comportement. Les règles commencent à être suivies non par conviction, mais par convenance. La coopération laisse place à la prudence. L'empathie commence à être remplacée par la méfiance. C'est un point critique, parce qu'une société ne s'effondre pas seulement lorsqu'elle manque de nourriture, d'argent ou de sécurité. Elle s'effondre lorsqu'elle perd sa capacité de coopération spontanée. Et cette capacité est directement liée à la perception de justice. Si le système commence à paraître injuste, même s'il fonctionne encore, les individus commencent à agir de manière défensive. Ils rivalisent davantage, font moins confiance, protègent uniquement leurs propres intérêts. Et cela crée un effet en cascade. Maintenant, pour comprendre pourquoi ce processus s'intensifie, nous devons observer une caractéristique spécifique de ce modèle social. L'absence d'ambition collective. Dans certains contextes historiques, l'ambition a été le moteur de transformation. C'est elle qui a impulsé l'innovation, l'expansion et le développement. Mais il existe un paradoxe. Lorsqu'une société atteint un niveau élevé de confort et de sécurité, l'ambition cesse d'être valorisée. Elle commence à être perçue avec suspicion, comme quelque chose d'agressif, d'inutile, parfois même d'indésirable. Dans cet environnement, une culture de modération émerge. Éviter les risques, éviter les conflits, éviter les changements brusques. À première vue, cela semble positif. Mais, à long terme, cela crée un problème structurel. Sans ambition, il n'y a pas de renouvellement. Sans renouvellement, il n'y a pas d'adaptation.
Et sans adaptation, toute modification externe, même minime, commence à produire un impact disproportionné. Ce schéma peut être observé dans différents aspects du comportement collectif. Une tendance croissante à l'obéissance. Les individus commencent à faire confiance de manière excessive aux autorités, aux experts et aux institutions. Non pas par analyse critique, mais par habitude. Suivre les règles devient plus important que les questionner. Une autre caractéristique est le besoin constant d'éviter les conflits. Dans une société très diverse, éviter d'offenser devient une priorité. Cela crée une couche supplémentaire d'autocensure. Les gens cessent d'exprimer certaines opinions non pas parce qu'ils ont changé d'avis, mais parce qu'ils préfèrent éviter les frictions. Et, enfin, quelque chose de plus subtil apparaît. La normalisation de la médiocrité. Non pas au sens d'incapacité, mais au sens d'absence de recherche d'excellence. Si personne ne doit trop se démarquer, si l'ambition est perçue comme quelque chose de négatif, alors, la moyenne devient la norme idéale. Cela stabilise le système pendant un certain temps. Mais le limite également. Parce que cela élimine les extrêmes qui, normalement, impulsent la transformation. Et ici apparaît un contraste intéressant. Théoriquement, une société avec un haut niveau de richesse, de sécurité et de temps libre devrait offrir des conditions idéales pour générer de l'innovation, une pensée profonde et des contributions significatives à l'humanité. Mais, en pratique, cela ne se produit pas toujours. Au contraire, le système peut entrer dans un état de complaisance. Les individus s'installent dans le confortant. La pensée critique diminue. La recherche de sens est remplacée par le confortone. Et, progressivement, le potentiel collectif cesse d'être exploité. À ce stade, l'analyse se connecte à une dimension encore plus large. La relation entre les générations. Il existe une génération spécifique qui a grandi dans un contexte complètement différent. Une période d'expansion économique, de croissance continue et d'amélioration progressive de la qualité de vie. Cette génération a appris que le monde fonctionne d'une certaine manière, que le progrès est garanti, que la croissance est naturelle, que le système trouvera toujours une solution. Mais le problème est que ces prémices ne sont pas éternelles. Elles dépendent de conditions spécifiques. Et lorsque ces conditions changent, le comportement appris commence à produire des effets inattendus. Cette génération a accumulé du pouvoir. Pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir culturel. Et avec cela, elle a commencé à influencer directement les décisions qui façonnent le système. Mais il existe un conflit implicite. Maintenir le niveau de vie de cette génération exige une croissance continue. Et cette croissance, dans un environnement déjà saturé, doit être soutenue par des mécanismes de plus en plus artificiels. L'un de ces mécanismes est l'expansion démographique via l'immigration. Un autre est la valorisation constante des actifs, comme l'immobilier. Un autre encore est l'expansion des systèmes publics qui dépendent d'une base de contributeurs de plus en plus large. À court terme, ces solutions fonctionnent. Mais à long terme, elles génèrent des déséquilibres. Et ces déséquilibres retombent principalement sur les générations plus jeunes, qui font face à un scénario complètement différent. Moins d'opportunités, plus de compétition, plus d'incertitude. Et, peut-être le plus important, moins de perspectives d'ascension. Cela modifie profondément le comportement. Les jeunes commencent à reporter des décisions importantes, à éviter des engagements à long terme, à remettre en question la valeur de suivre le chemin traditionnel. Et l'une des conséquences les plus visibles est la baisse du taux de natalité. Mais cette baisse n'est pas seulement économique. Elle est psychologique. Elle reflète une perception d'un avenir incertain. Et lorsqu'une société perd confiance dans l'avenir, elle commence à entrer dans un état de retraite. Moins d'investissement, moins de risques, moins de construction, plus de préservation, plus de prudence, plus d'isolement. Ce mouvement, bien que compréhensible, accélère le processus même de stagnation, créant un cycle difficile à interrompre. Il existe une expérience qui aide à illustrer ce type de dynamique de manière presque perturbante. Dans les années 1960, le scientifique social John B. Calhoun a mené une série d'études connues sous le nom de EGI Utopie des rats, zoo. La proposition était simple, mais radicale. Créer un environnement sans pénurie. De l'eau en abondance. De la nourriture illimitée. Une absence totale de prédateurs. Une température contrôlée. Un espace suffisant. En théorie, ce serait le scénario idéal pour qu'une société prospère. Mais ce qui s'est produit a été exactement l'inverse. Au début, la population a rapidement augmenté. Les ressources étaient abondantes. Et il n'y avait aucune raison apparente de conflit. Tout semblait fonctionner parfaitement.
Mais, avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Les structures sociales ont commencé à se détériorer. Les hiérarchies ont cessé de fonctionner. Les schémas de comportement sont devenus erratiques. La coopération a disparu. Les individus ont commencé à présenter des comportements extrêmes. Violence gratuite. Agressivité sans buter. Isolement social. Effondrement des relations. Et finalement, la population est entrée en déclin. Même avec des ressources limitées. Même sans menace externe. La société s'est effondrée pour des causes internes. Calhoun a appelé ce phénomène Aike, gouffre comportemental ou E. Et encore aujourd'hui, cette expérience continue d'être débattue, car elle soulève une hypothèse inconfortable. Peut-être que l'abondance, à elle seule, ne suffit pas à soutenir une société saine. Peut-être existe-t-il une limite invisible, un point où l'absence de défi commence à éroder la structure sociale elle-même. Si nous relions cette idée au contexte actuel, une lecture possible émerge. Nous vivons à une époque où de nombreuses limitations historiques ont été réduites ou éliminées. La pénurie extrême, qui a façonné une grande partie de l'histoire humaine, n'est plus le facteur dominant dans de nombreuses régions du monde. Mais cela n'a pas éliminé la compétition. Cela l'a simplement transformée. Car il existe quelque chose qui ne peut pas être distribué de manière infinie. Le statut, la reconnaissance, le pouvoir, la position sociale. Ces éléments restent limités. Et lorsqu'une société produit plus d'individus cherchant du statut que de positions disponibles, un phénomène connu sous le nom de surproduction d'élite apparaît. De plus en plus de personnes qualifiées, de plus en plus de compétition, de moins en moins de place. Et lorsqu'il n'y a pas d'issue à cette pression, le conflit s'intensifie. Pas nécessairement de manière physique, mais psychologique, sociale, culturelle. Les conflits cessent d'être externes et deviennent internes. Les groupes entrent en compétition les uns avec les autres. Les récits s'opposent. La polarisation augmente. Et dans cet environnement, la coopération devient encore plus difficile. Ce contexte permet de comprendre un comportement qui devient de plus en plus courant. Le refus d'investir dans l'avenir. Pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan existentiel. La décision de ne pas avoir d'enfant, par exemple, peut être vue sous un autre angle. Ce n'est pas seulement une question économique. C'est une réponse à un environnement perçu comme instable. Si l'avenir semble incertain, si les opportunités semblent limitées, si la compétition paraît excessive, alors l'impulsion naturelle de continuité commence à s'affaiblir. Et cela crée un effet encore plus profond. Parce qu'une société qui cesse de se reproduire, non seulement biologiquement mais aussi culturellement, commence à perdre sa continuité historique. Elle commence à exister dans le présent, sans projection claire vers l'avenir. Et cela modifie complètement la manière dont les décisions sont prises. Le court terme commence à dominer. Le long terme perd de son importance. Et lorsque cela se produit, les solutions adoptées tendent à devenir de plus en plus immédiatistes. Maintenant, il existe un élément supplémentaire qui intensifie ce processus. La relation avec le pouvoir. Dans de nombreux contextes, en particulier dans le monde occidental, il existe une concentration significative de pouvoir entre les mains d'une génération spécifique. Une génération qui, comme nous l'avons vu, a accumulé richesse, stabilité et influence au fil des décennies. Mais il y a un détail important. Cette génération n'a pas seulement accumulé du pouvoir. Elle vit également plus longtemps que toute génération précédente. Les progrès de la médecine, l'accès à des systèmes de santé avancés et l'amélioration des conditions de vie ont considérablement prolongé l'espérance de vie. Cela crée une situation inédite. Le pouvoir reste concentré plus longtemps. Et cela réduit la vitesse de renouvellement du système. Les nouvelles idées mettent plus de temps à émerger. Les nouveaux dirigeants rencontrent davantage d'obstacles. Les nouvelles structures ont du mal à s'établir. Et, en même temps, cette génération a des incitations claires à maintenir le système tel qu'il est. Parce que le système actuel soutient son niveau de vie. Ce n'est pas nécessairement le résultat d'une mauvaise intention, mais d'un alignement d'intérêts. Maintenir la stabilité. Éviter les changements radicaux. Protéger ce qui a été acquis. Le problème est que, dans un environnement en transformation, l'absence de changement devient aussi un risque. Parce que le monde extérieur continue d'évoluer. Et un système qui ne s'adapte pas perd inévitablement en compétitivité. À ce stade, l'analyse atteint une dimension plus symbolique. L'idée d'empire. Historiquement, les empires ne s'effondrent pas uniquement sous l'effet d'attaques extérieures. Souvent, le processus commence de l'intérieur. Un excès de confiance. Une expansion excessive.
Une déconnexion entre la direction et la réalité. Et, peut-être le plus important, l'incapacité à reconnaître ses propres limites. Il existe une image puissante qui peut aider à comprendre cela. L'image d'une force qui, en cherchant à affirmer sa propre grandeur, finit par détruire ce qui soutient son existence. Une dynamique dans laquelle la quête de pouvoir se transforme en autosabotage. Et dans ce contexte, une hypothèse troublante apparaît. Celle selon laquelle les systèmes peuvent continuer à fonctionner même lorsqu'ils sont déjà compromis. Ils peuvent continuer à s'étendre, même lorsque cette expansion n'est plus soutenable. Ils peuvent continuer à prendre des décisions qui semblent rationnelles à court terme, mais qui à long terme accélèrent leur propre effondrement. Face à tout cela, une question inévitable se pose. Que peut-on faire? Et c'est peut-être la partie la plus difficile. Parce que, lorsqu'un système atteint ce niveau de complexité, les solutions cessent d'être simples. Il n'existe pas d'action unique capable d'inverser le processus. Il n'existe pas de point central pouvant être ajusté pour tout corriger. Et, plus encore, il existe un facteur humain fondamental. Les personnes qui soutiennent ce système ne sont pas abstraites. Ce sont des pères, des mères, des membres de la famille, des individus qui ont construit leur vie au sein de cette structure. Et cela crée un dilemme. Parce que tout changement significatif implique un coût. Et ce coût n'est pas seulement économique. Il est émotionnel. Il est social. Il est existentiel. C'est pourquoi, bien souvent, le système continue. Non pas parce qu'il fonctionne parfaitement, mais parce que le changement semble encore plus risqué. Peut-être que le point le plus inconfortable de toute cette analyse ne réside ni dans les données, ni dans les modèles, ni dans les comparaisons historiques. Il réside dans la responsabilité. Parce que, tout au long de ce processus, il existe une tendance constante à chercher des coupables externes. Un ennemi visible, une force organisée, une explication qui simplifie la complexité. Mais cette recherche, la plupart du temps, sert davantage de soulagement que de compréhension. Elle déplace le problème. Et, en déplaçant le problème, elle empêche qu'il soit réellement affronté. Lorsque nous regardons de plus près, nous réalisons que de nombreuses dynamiques qui mènent à l'effondrement ne sont pas imposées de l'extérieur. Elles émergent de l'intérieur. Elles sont le résultat de décisions accumulées, d'incitations mal alignées et de comportements qui, pris isolément, semblent rationnels, mais qui, collectivement, produisent des conséquences inattendues. Cela ne signifie pas qu'il existe un seul responsable. Cela signifie que le système, dans son ensemble, participe à ce processus. Et cela inclut tous les niveaux. Les institutions, les gouvernements, les marchés, les individus. Chaque petite décision, chaque choix quotidien, chaque adaptation faite pour gérer le présent contribue, d'une certaine manière, à façonner l'avenir. Et c'est précisément pour cette raison que l'idée selon laquelle là-bas il n'y a rien à faire peut être trompeuse. Non pas parce qu'il existe des solutions faciles, mais parce qu'il existe au moins un point de départ. La conscience. Reconnaître les schémas. Identifier les dynamiques. Comprendre les conséquences. Sans cela, toute tentative de changement devient superficielle. Il existe une phrase implicite tout au long de cette réflexion. Que la vérité en elle-même a de la valeur. Même si elle ne résout pas immédiatement le problème. Même si elle n'apporte pas de réconfortant. Même si elle n'offre pas d'espoir clair. Dire la vérité dans ce contexte n'est pas un acte de dénonciation. C'est un acte de responsabilité. Envers les générations futures. Envers ceux qui vivront encore les conséquences de ces décisions. Parce que, s'il y a bien une chose que l'histoire montre de manière répétée, c'est que les sociétés qui ne parviennent pas à reconnaître leurs propres erreurs ont tendance à les répéter. Et souvent, de manière plus intense. Mais il existe aussi une autre lecture possible. Moins déterministe. Moins fataliste. Celle selon laquelle l'effondrement, lorsqu'il se produit, n'est pas seulement destruction. C'est aussi transformation. Les systèmes qui deviennent insoutenables finissent par céder la place à de nouvelles structures. De nouvelles formes d'organisation. De nouvelles idées. De nouvelles valeurs. Le problème est que ce processus n'est pas linéaire. Ni indoloré. Il implique des ruptures. De l'incertitude. Une reconfiguration. Et durant cette période, le sentiment dominant n'est pas celui du renouveau. C'est celui de la perte. Peut-être alors que la question doit être reformulée. Pas seulement à éviter l'effondrement UE, mais yoga, comment traverser ce processus avec le moins de destruction possible. Et cette question n'a pas de réponse unique. Mais elle pointe vers une direction. La nécessité de reconstruire. Reconstruire la confiance.
reconstruire le sens, reconstruire la coopération. Des éléments qui ne peuvent pas être imposés. Ils doivent être reconstruits progressivement. Et bien souvent, localement. À petite échelle. Dans les communautés. Dans les relations directes. Dans les espaces où il est encore possible d'établir des liens réels. Parce que, dans les systèmes complexes, les grands changements commencent rarement au sommet. Ils émergent aux marges. Au final, peut-être que le scénario présenté ici n'est pas une sentence définitive, mais une invitation. Une invitation à une observation plus attentive, à une réflexion plus profonde, et surtout, à la volonté d'affronter l'inconfort qui accompagne la compréhension. Parce que comprendre est le premier pas, même lorsque agir n'est pas encore possible, même lorsque les réponses ne sont pas encore claires. Et peut-être est-ce précisément là que tout commence. Ce n'était qu'une des nombreuses énigmes qui ont traversé les siècles. À travers le monde, il existe des villes perdues, des manuscrits indéchiffrables et des événements historiques qui défient encore notre compréhension. Certains de ces mystères commencent à être révélés. D'autres restent totalement inexpliqués. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'une de ces énigmes qui continuent d'intriguer les historiens aujourd'hui. Car lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'humanité, il existe toujours un nouveau secret à découvrir. History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.